je salue la présence sur ce plateau du général Dominique Trinquant, qui est un grand spécialiste des questions à la fois militaires et diplomatiques. Ce serait trop long d'énumérer tous les postes que vous avez occupés, à la fois dans l'armée, à l'ONU et dans d'autres fonctions, et également dans de nombreux pays, en particulier l'Afrique. Donc, si vous le voulez bien, comme Télésud est d'abord une chaîne panafricaine, que l'on peut évidemment regarder en France également, parlons d'abord de la situation en Afrique et commençons un peu peut-être par le Mali. Quel point peut-on faire après le départ des soldats français qui sont regroupés ailleurs et l'hostilité, comment expliquez-vous l'hostilité du régime malien actuel vis-à-vis de la France? D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Et effectivement, il y a eu crescendo depuis la libération en 2013, où on se souvient du plus grand jour de sa vie du président Hollande de l'époque et des applaudissements, des bravos de la population malienne, jusqu'à récemment les blocages complets du gouvernement malien actuel contre la France, une dégradation terrible de la situation. Je vois ça sous deux angles. Le premier angle, c'est que, évidemment, l'action française en 2013 a été salutaire parce qu'elle a empêché les djihadistes de descendre à Bamako. Et sans cette intervention française, il est probable que Bamako aurait été prise et que nous aurions un califat actuellement au Mali. Toutefois, comme toujours, les forces qui libèrent deviennent forces d'occupation. Nous avons en France la même expérience. Je me souviens quand j'étais petit de US Go Home, alors qu'ils nous avaient libérés en 1944. Donc il y a une usure naturelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une guerre asymétrique comme Salé contre les djihadistes ne se gagne pas comme une guerre telle que nous la voyons actuellement, par exemple, en Ukraine. C'est une guerre extrêmement compliquée où il faut être en contact avec la population, il faut être sur le terrain. Et là, eh bien, l'usure s'est fait sentir aussi et les résultats ne sont pas immédiats. Donc j'explique ce transfert comme cela. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est qu'il y a eu deux coups d'État. Ouais. Un coup d'État, puis un coup d'État dans le coup d'État. Et il y a eu franchement un changement de paradigme stratégique pour les putschistes maliens aujourd'hui au Mali. Quel changement? Le changement, c'est on ne veut plus entendre parler de la France, ancienne puissance coloniale, et on se rapproche de la Russie. Donc il faut se souvenir que la Russie était présente en Afrique avant les années 90, il faut s'en souvenir. Mais à l'époque, c'était sous un vocable idéologique. C'était le communisme contre les colonisateurs. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. La Russie n'est plus communiste. Bon, mais elle a un gouvernement totalitaire. Et donc, je pense qu'il y a eu ce rapport, alors qui peut s'expliquer par plusieurs raisons. La première, la formation. Les gens qui sont au pouvoir actuellement à Bamako ont été formés à Moscou. Donc, leurs liens sont naturellement plus faciles vers Moscou. Le deuxième point, et je fais un rapprochement avec ce qui se passe en Ukraine, c'est ce que j'appelle une autre guerre asymétrique. Donc il y a la guerre asymétrique contre les djihadistes, et il y a la guerre asymétrique contre la France ou l'Europe par la Russie. C'est une façon d'intervenir en Afrique à moindre frais. Parce que je voudrais rappeler que quand la France était là-bas, elle dépensait 1 milliard par an pour soutenir la défense des Maliens. Elle investissait énormément, et l'Europe investissait énormément pour développer le Mali. Tout ceci va se terminer. Et ce ne sont pas les Russes qui vont payer ces sommes-là. Et non, et au contraire. Les Russes, eux, pour intervenir, se font payer. Donc ça coûte très cher au Mali, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Voilà, c'est ces deux points, l'usure un peu naturelle, et puis un changement complet dans la vision qu'ont les dirigeants maliens aujourd'hui de leurs relations avec la Russie, en opposition avec la relation, pour faire très générique, avec l'Europe. Et quelle est la perspective alors pour les relations entre la France et le Mali, et même les relations entre la France et certains pays africains? Parce qu'il y a quand même un sentiment anti-français assez fort dans certaines couches de la population, ou en tout cas sur les réseaux sociaux. Oui, alors moi je vais prendre votre deuxième point d'abord. Le sentiment anti-français. À Bamako, oui. Dans l'intelligentsia autour de Bamako, oui. Vous allez à Tessalit, à Kidal, à Tombouctou, les Maliens regrettaient beaucoup le départ des forces françaises. Alors le rapport,
il est extrêmement mauvais, mais il est entre les mains des Maliens. À partir du moment où les Maliens ne veulent plus avoir, enfin je veux dire le gouvernement actuel du Mali, ne veulent plus avoir la France n'a pas de raison de rester. D'où la décision du président de retirer la force Barkhane. La dernière décision qui vient d'être prise par le Mali de se retirer du G5 Sahel, le président du Niger a tout naturellement annoncé que le G5 Sahel n'existait plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, le Mali se retrouve seul, avec quelques mercenaires payés par le Mali pour se défendre contre les djihadistes, avec une absence totale de moyens pour le développement économique du Mali, qui était financé essentiellement par l'Europe. Donc moi, je dis toujours, mon cœur saigne pour le Mali. Je suis triste pour le Mali. D'autant plus qu'en France, nous avons une grande communauté malienne, diaspora. Et il semble qu'elle soit animée par les mêmes réseaux dont vous parlez. À ce point? À ce point. On m'a prévenu il y a 15 jours ou 3 semaines, de gens, vous savez, un peu comme nous, si vous me permettez, à cheveux blancs, qui aiment l'Afrique, qui veulent travailler pour l'Afrique, et pas pour la coloniser, mais parce que nous avons été présents, nous leur devons quelque chose, et il y a beaucoup de Maliens en France, donc pour les aider, et qui m'ont dit, mais je ne les comprends plus. Ils sont français avec passeport français et anti-français. Donc on a un sérieux problème de relation globalement avec cette jeune génération africaine. Qu'en est-il pour l'autre pays que vous connaissez bien, c'est-à-dire la Centrafrique? Est-ce que nous sommes également menacés de céder le terrain à Wagner là-bas? Alors, la Centrafrique est précurseur dans le domaine. Parce que là, il faut le souligner, c'est la France, la première, qui a décidé de retirer l'opération Sangaris. Oui, j'ai mal posé ma question. Voilà. Et à la suite de ce départ de Sangaris, le président Touadéra et le gouvernement centrafricain a fait appel à Wagner, en particulier pour doter en armement l'armée centrafricaine et avoir des instructeurs. Et puis au moment des élections, vous vous en souvenez, il n'y a pas très longtemps, où il y avait une bascule compliquée, des mouvements d'opposition qui se rapprochaient de Bangui, Wagner a appuyé l'armée centrafricaine. Donc là, la position est un peu différente. C'est la France un peu qui était partie de la Centrafrique, et donc la Centrafrique, se sentant un peu seule, s'est rapprochée de Wagner. Maintenant, le résultat, au bout du compte, est le même. C'est-à-dire que le résultat, c'est qu'il faut payer Wagner. Et puis, les dernières nouvelles que nous avons de Wagner, c'est que compte tenu du besoin russe en hommes, il rapatrie les Russes en Ukraine, et il laisse les Africains qui sont quoi? Qui sont des milices armées. Donc il y a deux choses auxquelles il faut bien faire attention en Centrafrique. D'abord que des mercenaires ont intérêt à ce que la Centrafrique reste un pays instable, parce qu'à ce moment-là, la présence de mercenaires se justifie. Donc ils n'ont pas intérêt à la stabilité, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Wagner assurant la garde prétorienne du régime aussi, eh bien, qui ne dit que quelqu'un paiera plus cher Wagner que le gouvernement en place et pourrait être amené à s'opposer au gouvernement en place? C'est les deux risques qu'il y a aujourd'hui. Donc je pense que les gouvernements africains qui font appel à des mercenaires comme Wagner devraient bien réfléchir, parce que c'est une situation extrêmement instable et qui pourrait se retourner contre eux. Il y a aussi quand même des erreurs de jugement, par exemple du président Macron dans sa relation avec l'Afrique. On ne va pas revenir sur les différents épisodes, mais la France n'est pas non plus exempte de tout reproche. Alors, ce que je pense vraiment, c'est que le président Macron est un jeune président, ça c'est la palissade de le dire, mais donc il s'adresse à la jeunesse africaine. Sauf que donc ça, c'est un bon départ, parce que la jeunesse africaine, c'est 60% de la population, ou 70% de la population. Donc il s'adresse suivant des rapports complètement différents. Il l'a fait lorsqu'il est allé à Ouaga, il l'a fait lorsqu'il est allé au Nigeria, donc des rapports complètement différents. Ou à Montpellier, où il n'a pas invité les dirigeants, mais la jeunesse, voire les opposants, ce qui est quand même très très risqué de sa part. Mais malheureusement, pour des raisons difficiles à expliquer, ce langage n'est pas entendu. Et ce langage des francophones, je le précise, des francophones, est reçu comme « il veut nous donner des leçons, il veut, et donc je ne veux pas ». À l'inverse, je le constate pour être en contact avec les autres, les pays anglophones adorent les rapports de la France à l'Afrique.
Ils disent, enfin, les francophones, vous ne vous rendez pas compte. Vous avez un pays, ancien colonisateur certes, mais qui aujourd'hui a toujours des liens avec vous, d'abord par les diasporas qui sont présentes, qui apportent beaucoup d'argent au passage dans les pays en question, mais aussi parce que vous voulez investir dans nos pays, vous travaillez avec nous. Du côté anglophone, anglo-saxon, rien. Les Britanniques, je suis bien placé pour le dire, j'ai été pas mal éduqué en Grande-Bretagne, ils ont coupé les ponts, ils sont partis après l'indépendance, alors que nous avons maintenu. Alors c'est un peu ce rapport, on parlait de la France-Afrique. Il n'y a pas d'Anglish-Afrique. Il n'y a pas d'Anglish-Afrique. British-Afrique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de la France-Afrique, il y a plus de l'Afrique à France. C'est plus une relation forte d'un certain nombre de l'Afrique avec la France, alors que la France, finalement, vous savez, on est à une époque où on parle business. Quel business fait-on avec les pays africains francophones ? Les grosses boîtes françaises ne font pas vraiment beaucoup de business avec... D'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand vous voyez au Mali comme en Centrafrique, l'accusation contre la France, c'est qu'on pillait leurs ressources. Quelles ressources ? Il n'y a pas une société minière qui sort des diamants en Centrafrique ou de l'or au Mali. Aucune. Ce ne sont pas des sociétés françaises. Ce sont des sociétés américaines, canadiennes, un peu belges, mais pas françaises. Et Wagner est aussi un peu dans le... Alors, Wagner, en fait, les deux contrats, qu'est-ce que c'est ? C'est vous nous apportez assistance armée, et avec 2000 hommes, 3000 hommes, peu importe, et vous payez sur des mines que nous vous concédons. Donc en plus, c'est une ressource qui échappe totalement au pays. Donc je pense que c'est vraiment un marché de dupes. C'est dangereux pour le gouvernement en place, et en plus, ça lui coûte de l'argent, et ça lui retire des ressources dont il pourrait faire bénéficier le peuple qui en a besoin. Alors passons à un autre chapitre, si vous voulez, de cet entretien, et un chapitre important, c'est celui de la guerre en Ukraine. Il n'y a pas eu de nouveaux développements stratégiques ces derniers jours. Il y a eu, enfin, tout ce que tout le monde sait sur l'attitude des soldats russes, la façon dont ils n'ont pas pu mener leur offensive vers Kiev, ils ont dû se rabattre sur d'autres positions. Mais là, ce que l'on entend des Russes, c'est qu'ils auraient l'intention d'annexer carrément toute cette bande à l'est et au sud. Est-ce que c'est votre avis également ? Oui, c'est mon avis. Et sur la stratégie, j'allais dire, Poutine a complètement raté la première partie, qui était de faire tomber le gouvernement ukrainien et d'en faire un vassal comme ça l'est en Biélorussie. Il a raté cette opération, et donc après des hésitations, il s'est concentré vers le sud. Vers le sud pour assurer la jonction entre la Crimée et le Donbass par la terre, et transformer la mer d'Azov en un lac russe, ce qu'il a réussi. La chute de Mariupol, qui n'est pas tout à fait terminée avec Azovstal, mais qui est en cours d'être terminée, est réussie. Maintenant, il doit conquérir une partie du Donbass encore, c'est ce qu'il est en train de faire. Et là, il le fait de façon très laborieuse. Ça avance très doucement. Mais, vous avez raison, cette bande de terre entre, en gros, le Dniepr avec Kherson et le Donbass est devenue une terre sous occupation russe et qu'il veut transformer en terre russe. Et là, on va se heurter à quelque chose de beaucoup plus difficile que ce qu'il y a autrefois. Pourquoi ? Parce que le président russe a toujours dit que le danger nucléaire n'existait que si les intérêts vitaux de la Russie sont touchés. Ouais. Or, la Crimée, par exemple, peut être considérée comme intérêt vital par la Russie. La Crimée, je le rappelle, avec le port de Sébastopol, c'est-à-dire le port sur la mer Noire pour la Russie. Et cette bande de terre, si elle devient russe, on touche à l'intérêt vital de la Russie, puisqu'on touche à la terre russe. Donc là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc je pense qu'il a raté sa première opération. Vis-à-vis du peuple russe, il va pouvoir annoncer et clamer qu'il a libéré le Donbass des nazis ukrainiens. Ça va être sa façon de faire une pirouette pour se retrouver. Maintenant, si la guerre dure longtemps... Ne va-t-il pas poursuivre jusqu'à Odessa ? Alors moi, je ne crois pas qu'il a les moyens. Très honnêtement, je pense qu'il n'a pas les moyens. Aujourd'hui, on prétend qu'il y a 96 bataillons dans le Donbass pour conquérir. Bataillons, c'est 1000 ? Oui, c'est 800 à peu près. Moi, à mon avis, il y en a 60. Parce qu'en fait, les bataillons ne sont pas à 100%. Ils ont perdu 30% de leur effectif. Donc, je calcule 30%, ça fait 60 à peu près. Donc, je ne pense pas qu'il a les moyens. Il s'est heurté. Après Kherson, il y a Mykolaiv pour aller à Odessa.
qui n'est pas tombé, qui a toujours résisté. Par la mer, ils savent bien qu'ils n'y arrivent pas. Ils mettent un blocus, mais ils n'y arrivent pas. La Transnistrie, il y a 2 pauvres bataillons de territoriaux qui ne peuvent rien faire. Donc je pense que, clairement, ils n'ont pas les moyens. Mais ça n'empêche pas d'asphyxier l'Ukraine. Parce que si vous mettez un blocus sur la mer, le port d'Odessa ne fonctionne pas. Exactement. Donc, je pense que tenir les territoires qu'il a conquis, faire le blocus sur le sud, oui. Mais que vont faire les Ukrainiens? Les Ukrainiens sont sur une vague de succès aujourd'hui. Ils ont fait une contre-attaque au nord de Kharkiv, où ils sont sur la frontière russe. Ils résistent bien là, et l'armement occidental commence à arriver. Je parle en particulier de l'artillerie. Mais est-ce qu'ils ont suffisamment d'hommes, les Ukrainiens? Alors oui, l'armée ukrainienne, aujourd'hui, c'est 140 000 hommes, avec 140 000 réservistes, 280 000. Les Russes ont engagé 200 000 hommes. Donc quelle est l'armée qui attaque de 1 à 1? Ça n'existe pas, c'est 3 à 1. Donc on voit bien. C'est ce qu'on apprend à l'école de guerre. Voilà, c'est les chiffres de la... Je suis un bon élève, je répète les chiffres de l'école de guerre. Et en plus, la mobilisation est décrétée en Ukraine. Oui. 1 million d'hommes. Ah, ils peuvent mobiliser? Ouais. Alors qu'en Russie, le président Poutine a dit depuis le début qu'il ne déclarait pas la mobilisation. Et pourquoi il ne le fait pas? Il ne le fait pas parce que c'est un aveu d'échec. Oui, évidemment. S'il est obligé de dire mobilisation, c'est qu'il n'y arrive pas. Alors qu'il ne cesse de répéter que le plan se déroule conformément à ce qui était prévu. On sait bien que ce n'est pas vrai, mais sur les chaînes russes, ça passe. Donc voilà. Donc moi, je vois peut-être des gains encore dans le Donbass, mais pas énormes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Poutine est capable de dire « maintenant on négocie », neutralité de l'Ukraine, qui est quasiment acquise, qui n'est pas un gros sujet. Et puis, le reste, est-ce que l'Ukraine est capable de dire « on négocie le territorial », quitte à ce que ça prenne du temps, et que la prochaine guerre se déroule dans 5 ou 6 ans? Parce que souvenons-nous que les Ukrainiens sont en guerre depuis 2014. Oui. Nous, on pense depuis le 24 février, mais c'est depuis 2014. Donc je ne sais pas, c'est une période très incertaine. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que chaque fois, on avait peur de la limite que fixerait le président Poutine. Et en fait, il a toujours reculé la limite. Souvenez-vous, le dernier événement, Suède, Finlande, rejoindre l'OTAN, c'était un scandale il y a 1 mois. Aujourd'hui, c'est un non-événement. Donc, je ne sais pas. Et une guerre d'attrition, c'est-à-dire les Russes restent sur leur position, puis avancent un petit peu enfin, une guerre d'attrition, une guerre de position, est-ce que ça vous paraît possible que le conflit dure très très longtemps? Alors la question, c'est l'attrition de qui? Si je reprends le terme employé par Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense américain, il a dit le but est d'affaiblir la Russie. Donc si vous voulez, pour prendre un exemple historique qu'on connaît bien, c'est Verdun. À Verdun, les Allemands voulaient saigner l'armée française, c'est ce qu'ils avaient dit. Grâce à la tactique qui avait été mise en place de remplacement des bataillons par le maréchal Pétain, enfin qui était général à l'époque, général Pétain, l'inverse s'est produit. C'est l'armée allemande qui a été saignée. Et la France a résisté. Là, les Russes veulent peut-être saigner l'armée ukrainienne, mais peut-être que c'est l'armée russe qui va être saignée grâce aux renforts fournis par les Européens et par les Américains, avec de l'armement en grande quantité. Et si je me place dans la position américaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens font la bataille de l'avant pour les Américains face à la Russie. Et les Américains, qui ont bien dit qu'ils ne mettraient pas un soldat américain là-bas, eux, une fois que cette phase est passée, peuvent s'intéresser à ce qui les intéresse, c'est-à-dire la Chine. Et laisser, en disant les Européens, maintenant, on vous a aidé, maintenant, débrouillez-vous avec ce qui se passe là-bas. Avec, bien sûr, des contrats d'armement au profit des sociétés américaines qui gagneront beaucoup d'argent dans ce système-là. Et si vous étiez à la place du président Poutine, que feriez-vous? Alors, difficile à dire parce que c'est son régime qui est en balance aujourd'hui. S'il avoue une défaite, vous pensez qu'il est... il va avoir du mal. Les autres veulent... Tout son premier cercle veut garder le pouvoir. Donc, à la limite, je fais une image des parrains. Vous savez, la mafia et le parrain. Si le parrain est gênant, on change le parrain. Donc, ça peut être la position russe. Donc, s'il veut garder son pouvoir, il s'agit de reprendre la main
sur la négociation. Mais on est arrivé à de telles extrémités, Oui. donc il faut qu'il parle avec Zelensky. Il faut qu'il tende la main à Zelensky, en disant maintenant, on va s'arranger, on va se réunir tous les deux dans une pièce, voir. Mais est-ce qu'on en est capable, après tous les noms d'oiseaux dont se sont traités, le président Zelensky a traité Poutine et Poutine a traité Zelensky? Je n'en sais rien. Donc, la solution est peut-être, mais ça c'est aux Russes de le régler, de mettre quelqu'un d'autre à la place de Poutine, qui lui pourrait discuter avec Zelensky. Et si vous étiez à la place de Zelensky, accepteriez-vous les propositions de Poutine, c'est-à-dire d'occuper quand même une large partie, ou sinon tout le Donbass? Dans un premier temps, je ferai un rapport de force. Je peux gagner en 6 mois ou pas. Si je ne peux pas gagner en 6 mois, j'accepte de négocier jusqu'à la prochaine partie. Si je peux gagner en 6 mois, j'y vais à fond pour gagner en 6 mois. Et pour faire la guerre là-bas, est-ce que le climat, enfin l'époque de l'année, l'hiver, constitue une menace, ou est-ce que c'est Non. pas comme en Russie? Alors, l'hiver n'est pas aussi, c'est pas aussi difficile pour les soldats? C'est rude, mais c'est pas aussi rude. Mais il n'y a pas d'échéance. Non, la période la plus critique, climatique. elle a été passée, c'est le printemps. C'est La boue. La boue qui a été contre l'armée russe en particulier. Donc, si vous voulez, les 6 mois, si on les calcule d'aujourd'hui, c'est l'entrée de l'hiver, c'est novembre-décembre. Et donc, voilà, c'est le calcul qu'il faut faire. Est-ce qu'on a gagné avant que l'hiver soit vraiment présent, c'est-à-dire janvier-février, ou pas? Et ce calcul, évidemment, je ne suis pas dans les états-majors, je ne suis pas capable de le faire. Et de toute façon, vous savez que tout plan ne résiste pas au premier coup de feu. Donc ça veut dire que le plan qu'on fera changera forcément. Mais il faut faire cette analyse-là. Alors il y a une chose qui m'a frappé à propos de ce conflit, c'est l'autre jour la déclaration du chef d'état-major, le général Burkhardt, sur les enseignements qu'il faut tirer de ce conflit. Et j'avais l'impression que derrière tout ce qu'il disait, il y avait quand même une constatation qui était pas très gaie, c'est-à-dire que l'armée française n'est pas à niveau. Alors, sujet intéressant, est-ce que l'armée française, je vais prendre une expression du général de Gaulle, n'a jamais eu l'intention de combattre seule la Russie? Jamais. Elle l'a toujours fait dans le cadre de l'OTAN. J'étais officier opération du 2e corps d'armée en Allemagne avant 90. Nous étions la réserve du groupe d'armées centre de l'OTAN. Donc la France a toujours voulu préparer la guerre avec l'OTAN. Donc si vous voulez, l'armée française est capable de combattre, je reviens au début de l'intervention, au Mali, toute seule, d'une certaine façon, avec les Maliens bien sûr, puisque c'est pour les Maliens qu'on combattait. Mais sur le plan de la capacité des forces, elle avait les forces. Face à la Russie, non. Donc, on doit se hisser au niveau attendu de l'OTAN. Le niveau attendu de l'OTAN, c'est quoi? La France est un pilier de l'OTAN. Elle doit fournir 2 divisions blindées dans l'OTAN. Et ça, il faut se souvenir que les budgets français de défense ont baissé pendant 10 ans. Ils n'ont augmenté que depuis 5 ans. Mais on n'en est qu'au début du chemin. Il faut continuer ce chemin, continuer à équiper l'armée française et se préparer à ce que dit le général Burkhardt justement, la haute intensité. Mais je vais aller plus loin. Et comme le général Burkhardt va plus loin, il faut préparer l'armée française au combat de haute intensité dans un cadre européen et dans le cadre de l'OTAN, l'Europe fournissant le pilier européen de l'OTAN, mais il faut préparer la population française à une guerre de longue durée sur le plan économique, sociologique, et donc renforcer la capacité des valeurs morales de nos citoyens. Et je cite toujours Thucydide pour ça, qui disait « La défense d'un pays, ce ne sont pas ses vaisseaux, ça ne repose pas sur ses vaisseaux ou sur ses murailles, mais sur le moral de ses citoyens. » Et ça me paraît quelque chose d'essentiel, que nos citoyens, aujourd'hui, sachent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que notre liberté, si chèrement acquise, doit se défendre. Eh bien, je trouve que c'est une excellente conclusion. Général Dominique Trinquant, je vous remercie. Je ne saurais dire mieux, et je ne vois pas d'ailleurs qui pourrait dire mieux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci infiniment de votre invitation. Merci, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et à bientôt.